All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Je vais passer sur le Citizen of the Stars car les 2 minutes de questions ont porté sur la motion capture en général sans parler de Star Citizen. Le lore post de mardi se présentait comme une newsletter du groupe Shubin Interstellar. Gavin Arlington, le PDG de cette entreprise, a parlé un peu de sa visite des différentes installations de Shubin dans l'UE. En poste depuis peu, il décrit le siège social de l'entreprise sur Microtech comme étant magnifique et je pense du coup qu'on pourra le voir par nous-mêmes l'année prochaine avec la 3.1. La partie intéressante est la suivante. Il a annoncé l'augmentation de places disponibles à un programme d'entraînement nommé Digging Deeper sur Microtech. Ce programme permet aux employés de Shubin Interstellar de participer à un entraînement intensif dans plusieurs domaines liés au minage. Dans le même temps, Shubin va déployer de nouveaux modèles de simulateurs de vol pour permettre aux employés de s'entraîner au minage à travers différents scénarios. Apparemment, certaines zones jugées comme dangereuses pourront être affectées seulement aux employés de Shubin ayant des vaisseaux armés ou seulement s'ils sont accompagnés par des membres de la section sécurité de Shubin ou par des mercenaires agréés. Ça laisse supposer qu'on aura un simulateur d'entraînement au minage façon Arena Commander et que certaines missions d'escorte de mineurs ne seront accessibles que sous certaines conditions ou avec une certaine réputation. Mercredi, on a retrouvé Thierry Heidberg qui nous a présenté le système Pallas. Ce système est assez particulier car c'est le lieu de la découverte des Xi'an par les humains en 2530. À cette époque, la colonisation de l'espace par l'humanité était à son apogée et les entreprises de terraformation et les chasseurs de points de saut savaient que leur fortune serait faite s'ils découvraient un point de saut. Lorsque Catherine Segovia de l'entreprise Gaia Planet Service a découvert le système Pallas depuis le système Baker, ses employés étaient particulièrement enthousiastes. En effet, l'étoile du système est une naine jaune similaire au soleil de notre système solaire, et apparemment ça rend la terraformation beaucoup plus facile. Ils se sont dit qu'ils n'allaient pas déclarer tout de suite la découverte de ce système dans le but de pouvoir l'exploiter tranquillement en secret pendant quelques temps. Mais pendant que l'équipe de Gaia Planet Service scannait Pallas 3 pour vérifier qu'elle était terraformable, les Xi'an leur sont tombés dessus et les ont fait prisonniers. L'humanité s'est donc retrouvée à gérer des négociations avec les Xi'an pour récupérer les 276 humains retenus en otage. Ces derniers ont été libérés contre tout un tas d'informations sur l'humanité, ce qui fait que quand la guerre froide avec les Xi'an a commencé, ils en savaient énormément sur l'humanité. Pendant cette période, Pallas a été un des systèmes abandonnés par les Xi'an et qui ont constitué la ligne Peri, un no man's land pour éviter que le conflit se réchauffe avec l'humanité. On apprend d'ailleurs que tous les systèmes de la ligne Peri ont été nommés par les humains avec des noms de divinités guerrières. Pour Pallas, son nom vient de Pallas Athéna, la déesse de la guerre dans la mythologie grecque. Pallas 1 est une planète dont le manteau a complètement fondu quand elle s'est rapprochée de son étoile, si bien qu'il ne reste plus que son noyau de fer. Seuls les Xi'an sont autorisés à miner cette planète à des fins scientifiques. Pallas 2 ressemble à Vénus, mais malgré le fait que les technologies de terraformation des Xi'an soient bien plus avancées que les nôtres, ils ne parviennent pas à la terraformer. Pallas 3 était terraformable, mais étrangement, son sous-sol est en feu. On pense que le processus de terraformation mené par les Xi'an a impliqué un tir de laser qui a mis le feu à un filon de charbon beaucoup plus gros que prévu. Du coup, ça donne l'incendie de Centralia en pleine Sylvanie sur toute la planète. La ceinture d'astéroïdes du système Pallas est riche en minerais, mais l'exploitation est réservée aux entreprises Xi'an, et les humains qui s'y risquent sont automatiquement pris en chasse par les forces de police locales. Pallas 4 est une géante gazeuse classique avec une station de recherche cachée profondément dans son atmosphère. L'activité de cette station est gardée secret par les Xi'an, mais on pense que ça tourne autour de la terraformation, et plus précisément celle de Pallas 2. Enfin, Pallas 5 est une planète tellurique ressemblant à Pluton et qui ne présente pas d'intérêt particulier, si ce n'est qu'ils y rajouteront peut-être des lunes plus tard. Toujours mercredi, CIG a répondu aux questions des backers concernant le Origin X1. Comparé au Dragonfly, le X1 fournira plus de vitesse, là où le Dragonfly proposera un siège en plus et une meilleure tenue de route sur les terrains escarpés. Il ne sera pas aussi rapide que le Nox, mais sera mieux armé, avec 2 armes pour le X1 contre 1 pour le Nox, et offrira une meilleure résistance et une meilleure visibilité. La variante X1 Force ne disposera pas de capacités supplémentaires concernant la furtivité ou le scan. Pour monter dans le X1, le côté du vaisseau s'ouvrira et permettra aussi de réparer les composants internes du vaisseau. La variante Force du X1 aura un répéteur laser, tandis que la version de base aura un canon laser. La différence réside dans le fait qu'un répéteur vise à saturer la cible, là où le canon nécessite plus de précision pour des tirs plus destructeurs. Les motojets seront particulièrement adaptés à la circulation sur une planète, et pour explorer les champs d'astéroïdes sans y aller avec un vaisseau plus gros et plus précieux. En course, le Dragonfly sera désavantagé par rapport au X1 et au Nox, mais pourra prendre des raccourcis sur des terrains plus accidentés. Il n'est pas prévu que la variante Force du X1 puisse larguer des balises comme le Cyclone. Il n'y aura pas de place pour une cargaison sur le X1. Le poids du X1 est proche du Nox, son poids indiqué comme étant de 2 tonnes est une erreur. Enfin, la variante de base du X1 ne pourra pas être upgradée vers l'une ou l'autre des deux versions en bricolant les composants internes. Enfin, c'est la grosse nouvelle de la semaine. Pendant l'émission Burn Down vendredi matin, Chris Roberts a annoncé le déploiement de la 3.0 pour les Evocati. On sait grâce à une capture de Discord des Evocati que cette mise à jour apporte le Delta Patcher, qui va permettre de télécharger seulement les éléments du jeu qui ont été modifiés et non le jeu entier à chaque patch.
Will Leverett a confirmé que les backers ayant dépensé 1000 $ dans le jeu seront sélectionnés pour la phase 1 du PTU, c'est-à-dire juste après la phase évocative. La réaction de la communauté a été instantanée. Le premier transport est passé. Le premier transport est passé. Avec comme d'habitude le lot de conneries habituelles telles que ça. Ou encore ça. Le début de l'émission Burndown n'a pas été super agréable et intéressant à regarder car c'était beaucoup de blabla pendant des réunions et c'était pas toujours bien audible, mais voilà ce que j'ai pu en tirer. Ils ont passé la semaine à corriger les bugs qui empêchaient la release de la 3.0 pour les Evocati. En vrac, il y avait des crash serveurs quand plusieurs joueurs rejoignaient le serveur en même temps, des pics d'utilisation du processeur à 100% chez certains joueurs, le framerate des joueurs qui dégringolait quand il y avait trop de joueurs dans la même instance et des déconnexions intempestives. Le build de la 3.0 qui a été déployé pour les Evocati est pour l'instant limité et se concentre sur l'exploration assez basique autour des lunes. On a appris que le nombre de joueurs Evocati est de 800 avec 24 joueurs par instance. La prochaine mise à jour de la 3.0 sera déployée quand ils auront corrigé les retours des Evocati, plus 17 bugs supplémentaires, ce qui permettra d'ajouter l'utilisation des boutiques. On a pu découvrir le panel pour faire jouer l'assurance pendant que Spencer Johnson nous expliquait le bug auquel il a fait face. Apparemment, faire jouer l'assurance posait problème sur les vaisseaux complexes comme le Cutlass, car il réapparaissait sans ses portes, ses sièges et tous les autres composants nécessaires à son fonctionnement. Pour les sauts quantiques courts, autour d'une planète, ils ont dû placer 6 points dans l'espace autour de l'astre. Pour le moment, ils sont placés à la main, mais ça sera sûrement automatisé à l'avenir. Le problème, c'est que sur certaines lunes, dont l'atmosphère est trop épaisse, la trajectoire qui va d'un point à un autre passait à travers l'atmosphère, et du coup ça indiquait le saut quantique comme impossible avec un obstacle bloquant le trajet. L'émission parle ensuite de l'utilisation des tourelles. Ça fait longtemps déjà que les développeurs voulaient les retravailler car ils ont bien compris que leur utilisation n'est ni fun ni efficace. C'était assez différent d'habitude car pour une fois, ils n'ont pas vraiment d'idée bien arrêtée sur ce qu'ils veulent faire. On sent vraiment qu'ils en sont encore à essayer des tas de petits trucs pour voir ce que ça donne, et ils s'en cachent pas, cette tâche est vraiment très expérimentale pour eux. Pour commencer, ils ont réduit la taille de la zone dans laquelle on peut bouger le canon de la tourelle sans que celle-ci ait à pivoter. Et si jamais elle doit pivoter pour suivre une cible, elle le fera désormais plus vite. Ils ont introduit un nouveau type de paramètre à chaque tourelle pour pouvoir créer des dead zones afin qu'on ne puisse pas tirer sur le vaisseau dans lequel on est. Un autre paramètre a été ajouté pour orienter automatiquement la tourelle dans un sens donné une fois que le joueur y a pris place. Autre amélioration légère, le choix entre le mode de tir synchronisé ou alterné qui va permettre de réaliser un feu plus continu sur votre cible. A l'avenir, ils veulent améliorer l'interface graphique pour qu'on ait un meilleur feeling des cibles autour de nous et une meilleure communication avec les autres joueurs du vaisseau, pour savoir qui vise quoi et où. Ils pensent aussi à des solutions pour permettre aux pilotes d'indiquer efficacement l'emplacement des cibles et mieux les répartir entre les différents artilleurs, en améliorant notamment l'affichage du radar. L'émission de vendredi a été la création en live d'une baleine de l'espace, qui sera peut-être intégrée au jeu si l'idée est retenue. En tout cas, l'annonce de cette émission, c'est que le Karak est entré dans sa phase de production. C'est tout pour cette vidéo, sur ce je vous dis à samedi prochain et portez-vous bien citoyens.